Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, inauguration de la nouvelle annexe RPP du quartier 1 et 2. Toujours dans l'actualité nationale, première visite officielle du directeur général de la FAO en République de Djibouti, accueilli par le ministre de la Culture. Et enfin, dans l'actualité internationale, bombardement sur Rafah et Khan Younes et déclaration arabo-islamique concernant le plan de Trump en Proche-Orient. On nous verra en fin de journal. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, je vous le disais, le Rassemblement populaire pour le progrès a inauguré aujourd'hui le nouveau siège de l'annexe du RPP de quartier 1 et 2. La cérémonie, organisée sous l'égide du Premier ministre et vice-président du parti, M. Abdelkader Khan Mohamed, a rassemblé plusieurs centaines de personnes, dont le secrétaire général du RPP, M. Ilyas Moussedawale. À leur arrivée, la délégation a été accueillie par la présidente de l'annexe du RPP, Mme Loubna Abdelaziz, ainsi que par l'honorable Ali Zed Chadili, principal initiateur de la construction de la nouvelle annexe. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du parti, M. Ilyas Moussedawale, de plusieurs membres du gouvernement, du comité exécutif, ainsi que des parlementaires. D'une vaste superficie, cette annexe flambant neuve qui ouvre désormais ses portes aux militants est le fruit de la volonté politique du président du parti, son Excellence Maal Merguele, et l'implication constante de l'honorable Ali Zed Chadili qui a investi dans cette initiative. Cette inauguration s'inscrit dans un vaste programme de construction d'annexes engagé par le RPP, témoignant de la détermination du parti à renforcer les liens, le dialogue et la proximité avec ses bases et la population. Cette inauguration aussi est un fruit d'un long travail. Cette réalisation illustre la volonté de poursuivre l'engagement au service des aspirations du peuple pour bâtir une société forte, unie, prospère, plus équitable et solidaire. Ces lieux sont destinés à devenir des espaces de formation, d'épanouissement pour la jeunesse, mais aussi des centres de réflexion, d'échange et d'action sociale. Merci.
Écoutons à présent l'honorable Alized Chadili. Chers camarades, l'inauguration de l'annexe RPP des quartiers 1 et 2 marque une étape décisive dans le renforcement de la présence locale du parti. À un moment où la modernisation des structures de proximité est une priorité stratégique. Plus qu'un simple bâtiment, cette annexe incarne un engagement fort envers les militants, un symbole de proximité et de mobilisation, et témoigne de la volonté du RPP de consolider durablement ses liens avec ses bases historiques à travers tous les territoires. Financer la construction de cette annexe m'est apparu comme une évidence. En tant que militant du parti et de l'Union nationale, il était de mon devoir d'agir concrètement. Investir dans son parti, c'est investir dans l'avenir de notre démocratie participative. Et édifier ce lieu au cœur de ma circonscription, de ces quartiers qui m'ont vu grandir politiquement est pour moi un honneur suprême. Lorsque j'ai annoncé cette initiative, certains ont douté, d'autres bien plus nombreux m'ont soutenu avec constance. Aujourd'hui, en contemplant cette annexe, je pense aux obstacles franchis, aux défis relevés. Oui, le pari a été réussi. Et un engagement concret en faveur de ses valeurs. Je tiens ici à confesser que tout au long de ce parcours, j'ai puisé mon inspiration auprès d'un homme d'État visionnaire. Notre cher président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à travers ses actions, sa constance et son humanisme. Il a tracé un sillon que j'ai choisi de suivre et j'invite notre jeunesse à s'engager sur cette voie. Celle de l'initiative, de l'abnégation et du service de bien commun. Chers camarades, aujourd'hui cette annexe symbolise un parti proche du peuple et tourné vers l'avenir. Plus qu'un siège, elle sera un espace d'apprentissage, de formation, de solidarité et de lien social. Eh bien, voici les propos du ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur, mes remerciements vont tout d'abord à tous ceux qui sont ici, qui sont venus ce matin, qui sont levés très tôt pour venir nous écouter. Je voudrais rendre un brillant hommage à Madame Lubna Abdelaziz. Lubna Abdelaziz n'est pas une femme simple, c'est une grande dame. Lubna Abdelaziz fait partie de ces porte-drapeaux, femmes militantes, depuis toujours. Elle fait partie de ces porte-drapeaux. Si les Occidentaux ont leur Marianne, nous avons notre Lubna, qu'on peut appeler Aïcha, Der, Safia, Mouna, Ibo. Toutes les femmes qui sont notre porte-drapeau, qui sont notre Marianne. Je voudrais également féliciter du fond du cœur Alized Chadili. Alized Chadili aussi, quelqu'un qui n'est pas simple, mais c'est quelqu'un qui va au bout de ses idées. Et ça, c'est une qualité. Alized Chadili est un homme résilient, tenace. Alized Chadili n'a ménagé aucun effort dans la construction et l'initiation de ce bâtiment que vous voyez aujourd'hui. Il a tout été. Il a été ingénieur, il a été peintre, il a été menuisier, il a tout fait. Et très sincèrement, Monsieur le Premier ministre, vice-président du parti, je vous demande humblement de porter dans votre tête l'initiative de le décorer. Il le mérite amplement. Je pense que tous nous allons dire la même chose. Ce lieu est tout d'abord appartient à tout le monde. Il n'appartient pas à une personne. Il appartient à tous les militants, militantes, à tous ceux qui peuvent nous apporter des idées pour travailler et aller de l'avant. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de débat, c'est un lieu de confrontation de nos idées. Mais nous inviterons également tous ceux qui sont avec nous et même ceux qui ne sont pas avec nous.
Eh bien, cette inauguration s'inscrit dans un vaste programme de construction d'annexes engagé par le RPP. Écoutons à présent le ministre des Finances et secrétaire général du RPP, M. Ilyas Moussedouali. Très rapidement, dans un premier temps, d'abord, exprimer ici notre satisfaction, notre appréciation très sincère, mon jeune frère Ali, pour ce travail extraordinaire. C'est vrai, pas toujours facile, c'est vrai, avec beaucoup de défis, c'est vrai, avec votre tempérament aussi, toujours fugueux, mais on apprécie votre engagement auprès du chef de l'État, auprès de la Première Dame et surtout auprès de votre parti, le nôtre, le RPP. Hier, on est revenu d'Arta, un complexe de même style a été inauguré par le vice-président. Aujourd'hui, nous sommes ici, un très bel complexe qui va beaucoup nous servir, mais surtout servir les habitants des quartiers 1 et des quartiers 2. Toutes ces infrastructures que nous sommes en train d'inaugurer ces derniers temps, ce n'est pas les RPP tout seuls qui investissent. C'est les militants, c'est les bienfaiteurs, hommes, femmes, jeunes, vraiment sous la forme de cotisations ou sous la forme de dons, comme ici c'est le cas, Ali et tous les amis qui ont pu être autour de lui pour réaliser cette belle ouvrage. C'est ça la différence par rapport à notre parti. C'est un parti qui vit, c'est un parti qui milite, c'est un parti qui vit, c'est un parti qui est dynamique et surtout porté par les siens. Eh bien, le Premier ministre et vice-président du RPP a de son côté salué le travail accompli. Écoutons-le. Ce qui est bien, c'est que nous avons dans ce quartier, effectivement, toute la culture djiboutienne est là. On parle toutes les langues, c'est vrai. On est tout le temps, soit on parle l'arabe, le somali ou l'afar, ou le français, mais d'une manière sans discontinuité. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, chers camarades, ce que j'ai à vous dire, je ne vais pas faire le discours que j'ai préparé, je ne peux pas le lire maintenant, mais je préfère dire ce que je pense sincèrement, parce qu'il y a des gens qui ont sacrifié leurs moyens financiers pour faire toujours dans les quartiers 1 et 2 un parti politique fort. C'est ce qui fait maintenant, je pense que pour tout le monde, il y aura, comme disait tout à l'heure Ilyas, il faut que ce soit une cellule où il y aura des discussions, des débats, il y aura des gens qui sont dans le parti, des intellectuels qui peuvent venir ici, travailler, expliquer des choses. La formation dans le parti, c'est un point très positif et il faut qu'on le fasse. Et c'est la raison pour laquelle il faut que ce soit un endroit dynamique. Il ne faut pas qu'on ferme les portes et qu'on vienne alors qu'on a laissé deux locaux à l'extérieur ou pour le bureau de la présidente d'abord, où la présidente peut recevoir quelques invités et la salle ici, c'est pour la réunion générale.
Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi dans le cadre de la semaine de la justice, une journée exceptionnelle de porte ouverte s'est tenue au palais de justice aujourd'hui sous la présidence et l'impulsion du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Badone. Placée sous le signe de la transparence, de la pédagogie, cette initiative avait pour objectif principal de montrer le fonctionnement de la justice. Ainsi, l'idée directrice clairement affichée était d'inviter les justiciables et l'ensemble des citoyens à venir découvrir non seulement les installations physiques, mais surtout le fonctionnement vivant du palais et la manière concrète dont la justice est rendue au quotidien. Il s'agissait de transformer une architecture imposante en un espace de compréhension de procédures complexes en récits accessibles. Le succès de l'événement s'est mesuré à l'une de l'influence remarquable avec une participation massive d'étudiants de l'université, des représentants de la société civile, tous animés par une curiosité sincère sous le gîte du ministre Ali Hassan Badone. L'offre de découverte fut une richesse inédite rassemblant la quasi-totalité de l'écosystème de la justice et de la gouvernance, ainsi aux côtés des différentes juridictions représentées. Les visiteurs purent s'entretenir avec les représentants de la Cour des comptes, du médiateur, de la République, de la Commission nationale des droits de l'homme, l'École nationale des études judiciaires, de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption. Cette constellation d'institutions offrait un panorama complet montrant que la justice, au sens large, est un édifice aux multiples piliers, juger, contrôler, protéger et former, ainsi que prévenir. L'accent fut aussi mis sur l'expérience immersible, le dialogue direct. Écoutons la présidente de la Cour d'appel qui a souhaité la bienvenue étant tous les invités de cette journée et qui était organisée aux bénéficiaires des justiciables et qui découvriront la manière la justice est rendue. Au nom des magistrats des juridictions de fond, tribunal de première instance et de la Cour d'appel, je vous souhaite la bienvenue au palais de justice de la République de Djibouti. Votre palais de justice, car on dit, ici, je le rappelle, c'est écrit dans les écriteaux, la justice est rendue au nom du peuple djiboutien, tout simplement. Au nom du peuple djiboutien. Nous rendons la justice à votre nom. Cette justice est rendue par des Djiboutiens. Cette première édition de la semaine de la justice lancée le 3 décembre par le ministère de la Justice, cette journée de porte ouverte qui nous réunit aujourd'hui est l'occasion pour nous, hommes et femmes, qui travaillent dans ce lieu chargé d'histoire, de vous présenter notre travail, d'expliquer le rôle de chacun, de démystifier le fonctionnement de la justice, de cette machine judiciaire, qui, disons-le, est bien compliquée pour le citoyen qui n'est pas informé du fonctionnement de la justice. Il y a un adage qui dit « nul n'est censé ignorer la loi », mais en même temps, tout le monde ne connaît pas son droit, n'est-ce pas? Donc c'est la raison pour laquelle c'est un début aujourd'hui, cette journée de porte ouverte, pour vous donner un aperçu, parce que le métier du droit et la justice qu'on rend ici est tellement vaste, il y a plusieurs domaines, mais pour vous expliquer et répondre. Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies par notre équipe. L'objectif de cette journée, c'est de démystifier et de montrer concrètement en fait, le fonctionnement de l'institution judiciaire. Et ceci pour renforcer la confiance des citoyens dans leur institution judiciaire. Et tout ceci passe par l'ouverture que vous avez vue aujourd'hui et l'explication. Et dans ce sens-là, les visiteurs ont pu rencontrer et interagir directement avec les magistrats, les greffiers, les professionnels du droit. Et ils ont assisté à des procès fictifs pour ceci. Ceci participe à un effort continu pour faciliter l'accès à la justice et à l'information juridique. Direction en Turquie, où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mustafa Mohamed Mahmoud, a pris part à la 5e édition du sommet mondial sur l'éducation à Istanbul. Il était accompagné de M. Abdulkadir Dahir Aden, inspecteur de l'éducation nationale, M. Nasser Ali Ahmed, conseiller technique. À son arrivée, il a été accueilli par M. Mahmoud Ozdil, président de la Fondation internationale turque, Ma'arif, ainsi que d'autres dignitaires. Placé sous le thème « Guérir le monde par l'éducation », le sommet a rassemblé de nombreuses personnalités, dont la première dame de Turquie et la première dame de Syrie,
Ce rendez-vous a été marqué par la présence de plusieurs ministres de l'éducation, faisant de Moustapha Mohamed Mahmoud l'invité d'honneur de la Fondation Marif. Ainsi, à une époque où l'éducation doit être équitable et accessible, ce sommet a souligné l'importance de l'apprentissage dans la réduction des inégalités. Organisé par la Fondation turque Marif, l'événement s'est ouvert le 2 septembre au centre culturel Atatürk. L'objectif principal est de créer une plateforme d'échange stratégique à travers des panels de haut niveau, des dialogues d'experts, des sessions consacrées à la jeunesse. Dans son discours d'ouverture, la première dame Emine a exprimé des préoccupations fortes concernant les dérives technologiques. L'intelligence artificielle, censée favoriser l'avancement scientifique, est devenue un outil de guerre, a-t-elle déclaré. Elle a également salué l'engagement de la première dame de Syrie envers l'éducation, la qualifiant de figure essentielle pour sa promotion dans son pays. Emine Erdogan a exprimé sa conviction que grâce aux efforts conjoints de la Turquie et de la Syrie et au travail de la Fondation Marif, l'infrastructure éducative syrienne pourrait être construite et reconstruite, effaçant ainsi les cicatrices laissées par les conflits. Elle a également souligné le rôle diplomatique du modèle éducatif de la Fondation qui respecte les cultures locales tout en favorisant la coopération internationale. Le sommet a mis en avant le pouvoir de l'éducation pour guérir le sommet. Selon Emine Erdogan, l'éducation enrichit l'esprit humain, guérit ses blessures et éclaire l'obscurité. Elle a rappelé que la meilleure version du monde se construit par l'écriture et que seule une volonté véritable de justice peut engendrer un avenir meilleur. Puis, lors du sommet de l'éducation à Istanbul, le centre sur le thème « Guérir le monde par l'éducation », Djibouti, le Sénégal et le Mali ont présenté des réformes clés pour répondre aux défis engendrés par les conflits et les crises sociales, économiques et environnementales. Cet événement, présidé par la première dame de Turquie, a été marqué par un panel ministériel de haut niveau. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, figure comme invité d'honneur. Les discussions se sont focalisées sur comment guérir le monde avec l'éducation en s'appuyant sur les expériences et initiatives des pays présents. Face à la question des conditions sociales et mondiales pour une transformation authentique, le ministre a souligné que sans éducation de qualité, aucune transformation n'est possible. Toutefois, il a précisé qu'une réforme sociétale plus large est indispensable car l'école, à elle seule, ne peut guérir le monde. Il a mis en avant l'éducation comme un levier essentiel de cohésion et de résilience, de justice sociale, élément prioritaire dans le projet de la société du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Pour illustrer ses propos, il a cité les initiatives majeures instaurées sous le leadership du président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, notamment la lutte contre la pauvreté, le renforcement des liens entre les citoyens et institutions, la réduction des disparités de genre, l'amélioration de l'insertion des jeunes. L'accent a également été mis sur l'inclusion et l'équité dans l'éducation. Abordant la question sur le type de transformation nécessaire, le ministre a insisté sur la refonte du métier d'enseignement. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a déclaré que la République de Djibouti souhaite orienter son système éducatif vers une guérison collective, invitant les partenaires présents à construire ensemble des systèmes éducatifs, non pas comme un reflet des fractures du monde, mais comme l'atelier de sa guérison. Écoutons le ministre. Je crois profondément au pouvoir de l'éducation pour guérir une grande partie des blessures du monde, mais elle ne peut le faire de manière isolée par rapport au reste de la société. Et d'après mon expérience, sans éducation de qualité pour tous, aucune transformation durable n'est possible. Mais aussi, sans transformation plus large de nos sociétés, l'école à elle seule ne peut vraiment tout faire. Dans mon pays, nous avons fait clairement le choix de faire de l'éducation une priorité de l'État. Et à partir de la réalité de Djibouti, je voudrais ici énumérer les multiples maux du monde auxquels l'éducation peut réellement apporter des réponses. D'abord, sur la pauvreté et l'injustice sociale. Lorsque l'école donne à chaque enfant, fille comme garçon, en ville comme en zone rurale, les apprentissages fondamentaux du numérique et des compétences de vie, elle brise déjà le cercle de la pauvreté et de l'injustice, et l'école est vue comme une promotion sociale. Le deuxième mot que l'éducation peut apporter une remède, c'est également la rupture de confiance entre les citoyens et les institutions et la violence.
Aussi, l'autre point très important qui aujourd'hui qui touche un peu aussi bien Djibouti qu'également dans le monde, c'est également les inégalités du genre. À travers l'éducation, chaque fille qui va au bout de son parcours éducatif, c'est moins de mariages précoces, moins de mortalité maternelle, plus de revenus pour la famille, plus de leadership féminin dans la société. Et donc, éduquer les filles n'est pas seulement une exigence de justice, mais c'est aussi un accélérateur de développement pour l'ensemble du pays. Le curricula, les programmes que nous enseignons à nos enfants sont des programmes conçus par des Djiboutiens. C'est un programme djiboutien qui est bien sûr qui répond aux aspirations économiques et sociales de ces enfants. Donc, également les manuels scolaires sont contextualisés. Vraiment, l'enfant, à travers ce manuel scolaire, il se retrouve, qu'il soit dans les régions de l'intérieur ou qu'il soit dans la capitale. Retour à Djibouti, où les travaux de l'adoption ministérielle de la stratégie de prévention de la pollution plastique de l'IGAD grâce à l'économie circulaire et aux approches de la ressource de la mer 2026-2035, organisée depuis le 2 septembre au Kempinski Hotel. Cette réunion régionale portée par l'IGAD a rassemblé des représentants des États membres, des diplomates, des experts, des autorités nationales autour d'un objectif commun de protection de l'environnement et de gestion durable des déchets plastiques. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre djiboutien de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, en présence du représentant du secrétaire exécutif de l'IGAD, ainsi que des ambassadeurs du Kenya, de l'Éthiopie, de la Somalie. Rappelons que cette forte présence diplomatique témoigne de l'importance régionale accordée par cette initiative considérée comme essentielle pour la préservation des milieux marins et côtiers pour la santé des populations. Le représentant de l'IGAD et les diplomates ont remercié Djibouti pour l'accueil de cette session et affirmé leur détermination à suivre l'application effective de la stratégie dans chaque pays membre. Cet engagement commun ouvre la voie à un cadre régional de gestion des plastiques avec des objectifs clairs et des mécanismes de coopération durable. Eh bien, dans son discours, le ministre a salué le consensus obtenu autour de la stratégie 2026-2035, soulignant que la lutte contre la pollution plastique constitue désormais une priorité collective. Écoutons le ministre. De son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti et président en exercice de l'IGAD, notre pays réaffirme avec détermination son engagement en faveur de la protection de l'environnement et de la lutte contre la pollution plastique. La lutte contre la pollution plastique n'est plus pour nous une simple préoccupation écologique. Elle est devenue une priorité stratégique, un pilier de notre souveraineté environnementale et un marqueur de notre ambition régionale. Il n'est plus nécessaire de rappeler que la pollution plastique constitue un défi environnemental majeur. Chaque année, des millions de tonnes de plastique contaminent nos océans, nos rivières et nos sols, compromettant la biodiversité, fragilisant les écosystèmes et menaçant la sécurité alimentaire de nos populations. Face à cette réalité, il est impératif que les États membres de l'IGAD agissent de manière coordonnée et stratégique, en renforçant la gestion des déchets, en promouvant des alternatives durables et en harmonisant l'ère politique, environnementale et économique. C'est par la coopération, le leadership et la volonté politique que nous pourrons protéger nos écosystèmes, soutenir nos économies et garantir la santé et le bien-être de nos populations, pour le bénéfice des générations présentes et futures. Et je vous le disais dans le titre, le ministre de la Culture, de l'Élevage, de la Mer, chargé des ressources halieutiques, son Excellence M. Mohamed Ahmed Awale, a accueilli ce matin Dr. Ku Dongyu, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour une visite officielle de 2 jours en République de Djibouti. Cette visite, ou la première du directeur général dans le pays, témoigne du renforcement du partenariat stratégique entre Djibouti et le FAO, ainsi que l'engagement commun à transformer durablement les systèmes agroalimentaires, renforcer la résilience climatique et promouvoir une sécurité alimentaire inclusive et équitable. Un accueil officiel au plus haut niveau. À son arrivée à l'aéroport international d'Ambouli, le directeur général
a été accueilli par M. Ahmed Ahwale, ministre de la Culture, des hauts responsables du gouvernement, des représentants du FAO en République de Djibouti, ainsi que des équipes techniques de la FAO. Le ministre a salué la collaboration étroite et continue entre la République de Djibouti et la FAO qui accompagne le pays dans la modernisation de son agriculture, la gestion durable des ressources naturelles et l'amélioration des moyens de subsistance des communautés rurales. L'objectif de la visite, cette mission de haut niveau permet de renforcer ainsi le dialogue stratégique avec les autorités nationales. Autre cérémonie cette fois-ci, c'est la clôture de la 8e session de formation assurée par des instructeurs de l'armée des carabiniers italiens au profit des gendarmes djiboutiens qui s'est tenu mercredi. L'événement organisé au centre d'instruction de Chermoussa témoigne du renforcement continu de la coopération militaire et technique entre la gendarmerie nationale de Djibouti et la carabinerie italienne, co-présidée par le colonel de corps d'armée Torelli S. Salimbo, représentant du commandant général de l'armée des carabiniers, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major général de la gendarmerie nationale. La cérémonie a réuni de nombreux officiers supérieurs des institutions. À son arrivée, le général Torelli a reçu les honneurs du piquet mis en place par son homologue, avant d'être accueilli au salon d'honneur du centre de conférence par le chef d'état-major de la gendarmerie. Les deux responsables ont ensuite eu un entretien bilatéral suivi d'une présentation institutionnelle de la gendarmerie djiboutienne dans la salle de conférence, une vidéo retraçant une foule dispensée aux membres du FPU-4 et a été également projetée. Les autorités sont ensuite déplacées sur place d'armes où la troupe a rassemblé en ordre impeccable attendait le début de la cérémonie militaire. Après les honneurs rendus au drapeau, les hymnes nationaux italiens et djiboutiens ont été entonnés, puis les deux chefs militaires ont passé en revue les différents détachements. La remise officielle des certificats aux stagiaires ayant complété les 8 formations ont ensuite eu lieu, suivi des allocutions de deux autorités qui ont salué la rigueur de l'engagement et la coopération exemplaire entre les forces partenaires. Un moment particulièrement apprécié par l'assistance a été la démonstration dynamique exécutée par les membres de la FPU-4, mettant en avant leur maîtrise et technique de maintien de l'ordre acquise durant leur formation. La visite de Torelli Salimbi s'est poursuivie à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de police judiciaire où il a rencontré les stagiaires issus des pays partenaires engagés dans la formation des directeurs d'enquête et des techniciens en identification criminelle. Le déplacement se conclut par une visite de laboratoire scientifique à l'école illustrant le haut niveau de développement technique et de pédagogie de l'institution. Dans son allocution, le général de corps d'armée Torelli Salimbi a indiqué qu'il exprime devant vous en premier lieu le commandant général de l'Arma dans le cadre de la cérémonie d'aujourd'hui. Il m'est particulièrement agréable. Le général de corps d'armée Salvatore Lungo tient à exprimer ses salutations les plus distinguées et à témoigner sa gratitude envers les autorités et les citoyens de ce pays qu'il considère comme une estime et une admiration profonde. Il convient de saluer avec la plus grande respect le colonel Hassan Aden Zakaria, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et de lui exprimer notre gratitude pour le soutien inébranlable qu'il a fourni à la mission. La proximité de cette collaboration qui s'est développée au fil des ans, a-t-il indiqué, atteste de son importance, son rôle central dans le cadre de la coopération en matière de sécurité entre nos pays. Le présent parcours qui retrouve son aboutissement, a-t-il indiqué, en cette journée, contribue à consolider les relations d'amitié et d'estime qui existent entre la gendarmerie et les carabineries italiens. Écoutons à présent le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Ce matin, cet après-midi, à l'occasion de la cérémonie marquant la phase des formations conduite dans le cadre de l'année 2023, au profit des personnes issues des diverses unités de la gendarmerie djiboutienne. Résultat d'une longue et fructueuse collaboration, le programme YANDIC participe depuis une dizaine d'années. Je sais à différents niveaux à la qualification des personnels de l'institution. Pour la présente session qui se clôture, c'est environ 200 gendarmes qui ont ici des formations de la mission des Nations Unies en son statut. L'apport des camarades de l'arme des carabinieri pour le plan de la préparation opérationnelle des différentes rotations dans le cadre de la MIADIT reste particulièrement essentiel. En général, je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer la gratitude de la gendarmerie nationale à l'endroit du général de corps d'armée Salvatore Lungo, commandant général de l'arme des carabinieri italienne, pour tout le soutien constant apporté par les experts carabinieri
dans l'engagement remarquable mis pour la pérennisation des rapports solides existants entre nos deux institutions. Je voudrais enfin féliciter tous les stagiaires pour leur participation active à leur formation, en les encourageant à continuer les enseignements acquis. Terminé. Je voudrais renouveler ma satisfaction de l'évolution constante des échanges de partenariat entre les institutions. Santé à présent, où le ministère de la Santé de Djibouti a célébré la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, instituée pour rappel la menace persistante que représente cette pandémie, sensibiliser les populations et mettre en lumière les efforts déployés en matière de prévention et de prise en charge. À l'occasion de la commémoration du 1er décembre, une semaine d'activités de sensibilisation, d'échanges et de débats a été organisée du 1er au 7 décembre prochain par l'équipe du programme de lutte contre le VIH-Sida en collaboration avec le centre de référence Yonis Toussaint. Ces activités se sont déroulées auprès des jeunes de l'Institut supérieur des sciences de la santé, les instituts français du Djibouti, en présence de la directrice de l'Institut et la représentante de l'OMS. Elle avait pour objectif de renforcer leur connaissance sur la prévention du VIH et de promouvoir des comportements responsables. Le thème retenu cette année, surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida, appeler les pays, les communautés et les partenaires à renouveler leurs engagements, encourager l'innovation, intégrer les services liés au VIH dans les programmes de santé plus larges, lutter contre la stigmatisation et les barrières structurelles et intensifier les efforts pour mettre fin à l'épidémie. Il a rappelé que le dépistage, le traitement et le suivi du VIH-Sida sont entièrement gratuits dans l'ensemble des structures sanitaires du pays. La semaine nationale a été clôturée au centre Yonis Toussaint par le secrétaire général du ministère de la Santé en présence du directeur du centre et de la directrice des programmes de santé prioritaires, des conseillers du ministère, des cadres du département ainsi que des réseaux des associations de lutte contre le VIH-Sida. Eh bien, le secrétaire général du ministère de la Santé a, dans son intervention, réaffirmé l'engagement du ministère de la Santé à intensifier les actions de prévention et la mobilisation communautaire. Écoutons-le. Donc, il est important que les gens fassent de la prévention et nous constatons que pour lutter contre cette maladie, nous devons souvent sensibiliser la population, expliquer à la population, avoir l'adhésion de la population. Et donc, chaque année, en décembre, nous essayons de nous réunir pour nous rappeler de cette maladie, mais aussi pour nous rappeler de toutes les personnes qui nous ont quittés, que cette maladie a fauché. Le diagnostic est fait aujourd'hui à travers le pays, partout, dans tous les centres de santé. Et le gouvernement de la République du Djibouti fait tous les efforts pour prendre en charge cette maladie. Et nous demandons à la population de faire attention. Vous savez aujourd'hui comment cette maladie se transmet, comment cette maladie peut faire des dégâts dans la communauté. Donc à vous maintenant de vous prendre en charge. L'ambassade de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie à Djibouti a célébré officiellement le 20e anniversaire des nations, nationalités et peuples d'Éthiopie en beauté au sein du club éthiopien de Djibouti. Cette journée célébrée depuis le 8 décembre 1994, date de la ratification de la dernière constitution de ce pays, est un moment solennel pour honorer l'histoire et la civilisation unique et millénaire de l'Éthiopie, mais aussi une occasion inédite pour mettre en valeur la diversité culturelle, linguistique et ethnique dans cette grande nation qui en fait de sa diversité une force vive, l'importante développement durable et de cohésion sociale. Eh bien, la communauté éthiopienne a célébré cette journée du 5 décembre au sein de la communauté éthiopienne à travers des activités culturelles et musicales, soulignant avec perfection la beauté de leur unité dans la diversité. À travers le monde, les Éthiopiens célèbrent cette journée chaque année en exaltant le consensus national comme une pierre augurale autour duquel le développement durable de la République fédérale démocratique s'est réinventé dans la diversité. Eh bien, l'ambassadeur a indiqué que c'est un grand plaisir pour nous de fêter aujourd'hui le 20e anniversaire des nations et des nationalités du peuple éthiopien
Au moment où notre pays connaît un développement dans tous les secteurs des activités, nous ne ménagerons aucun effort pour travailler avec nos partenaires pour rendre notre développement effectif. Nous, les Éthiopiens, vivant en dehors du pays, nous partageons cet esprit de fête et nous restons unis avec nos concitoyens vivant dans le pays, a-t-il conclu. Dans l'actualité internationale, au 57e jour du cessez-le-feu à Gaza, des médias israéliens ont rapporté que des fortes explosions avaient été entendues dans les villes du centre d'Israël en raison de la démolition des bâtiments dans la bande de Gaza par l'armée. Elle intervient alors que l'armée israélienne continue de mener des raids sur plusieurs zones de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Des sources médiatiques ont indiqué que l'artillerie de l'occupation avait bombardé des maisons des citoyens dans la zone de la ligne jaune, au nord-est de la ville de Khan Younes, dans le quartier de Shayaya. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Les programmes continuent sur Télé Djibouti.